Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JT. Voici les titres de ce mercredi 8 février. Plus de 11 000 morts, le bilan du séisme en Turquie et en Syrie ne cesse de s'alourdir. Nous tenterons de comprendre ce qui s'est passé avec le sismologue Jan Klinger. Au championnat du monde de ski, Arnaud Alessandria décroche la 20e place du combiné. Alors que les vacances au ski débutent vendredi soir, nous vous donnerons des conseils pour éviter les blessures avec Jean-Luc Royer du centre hospitalier Princesse Grasse. Comment mieux détecter, recruter et former les jeunes footballeurs? Question au cœur des discussions entre représentants des clubs de foot européens, réunis hier et aujourd'hui au centre de performance de la Turbie. Le succès des nurseries marines dans les ports de Monaco, le dispositif lancé il y a 9 ans s'étend désormais à l'ensemble du port Hercule pour protéger les petites espèces et encourager le repeuplement. Mais d'abord, l'image politique du jour, la prise de fonction d'Isabel Costa au poste de haut-commissaire aux affaires européennes. Nommée par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II et placée sous l'autorité directe du ministre d'État, Isabel Costa poursuivra les négociations avec l'Union afin de trouver un accord d'association. L'espoir de retrouver des survivants s'amenuise d'heure en heure en Turquie et en Syrie. Le bilan du séisme s'élève désormais à plus de 11 000 morts. On va tenter de comprendre avec vous. Bonsoir Jan Klinger. Bonsoir. Vous êtes sismologue à l'Institut de physique du Globe de Paris et directeur de recherche au CNRS. Que s'est-il passé dans la nuit de dimanche à lundi et pourquoi la Turquie est-elle si vulnérable aux tremblements de terre ? Au cours de la nuit, on a eu ce séisme majeur de magnitude 7,8 et qui se trouve en fait sur une zone de faille qui est bien documentée. On est à la limite entre deux grandes plaques tectoniques, la plaque arabique qui monte vers le nord et la plaque anatolienne qui correspond à la Turquie qui se déplace vers l'ouest. Donc cette zone est une zone fragile de la croûte terrestre. On a de nombreux documents de séismes historiques équivalents à celui qui vient de se produire. Donc c'est une zone qui est parfaitement repérée. Ce qui est très inhabituel, c'est qu'en plus de ce premier séisme qui est produit au milieu de la nuit, on a eu un deuxième séisme d'une magnitude quasiment équivalente quelques heures plus tard, donc qui a renforcé bien sûr la déformation de la croûte terrestre et aussi l'impact sur les populations. Comment expliquer un tel bilan à la vétusté de certains bâtiments ? Il y a sûrement des problèmes liés aux constructions, mais ça, ce n'est pas vraiment ma spécialité. Mais il y a aussi un facteur aggravant qui est le fait que ces secousses ont lieu la nuit. Donc les gens sont chez eux et donc sont particulièrement affectés par les destructions massives. Alors depuis, la Turquie et la Syrie vivent au rythme des répliques, ce qui complique le travail des secours et traumatise aussi la population. Combien de temps peuvent durer ces répliques et quelles peuvent être leur intensité ? Alors les répliques, d'abord c'est quelque chose de tout à fait normal qui est complètement connu dans les grands séismes. Ces répliques vont durer probablement des semaines, voire potentiellement des mois. Pas forcément avec des magnitudes aussi importantes que le séisme principal, bien sûr. Mais en gros, on a des règles un petit peu empiriques qui nous décrivent la décroissance des répliques. Donc, pour le séisme qu'on a eu là, on s'attend à avoir des répliques de magnitude 7, au moins une ou deux, et puis quelques dizaines de magnitude 6, et puis quelques centaines de magnitude 5, et puis des milliers de répliques plus petites. Et ça va s'étaler sur, quelques semaines à plusieurs mois, ça dépend un petit peu, mais c'est tout à fait connu et documenté. Mais effectivement, au niveau de la perception des populations, des infrastructures qui sont déjà fragilisées, c'est très difficile. Oui, ce qui pourrait donc encore aggraver la situation. Alors des scientifiques du monde entier tentent de détecter les signes avant-coureurs des séismes. Est-ce qu'on pourrait un jour les prévoir ? C'est d'abord important de dire qu'aujourd'hui, on ne prédit pas les tremblements de terre. Effectivement, tout le monde a entendu parler de signaux, que ce soit les animaux, que ce soit des signaux électriques, des signaux chimiques. Donc les scientifiques s'intéressent à ces processus. Mais non, aujourd'hui, aucun schéma général de compréhension et de cohérence de ces signaux, donc on ne sait pas vraiment quoi en faire. On peut espérer qu'un jour, on sache en faire quelque chose. Mais par contre, ce qu'il est important de préciser quand même, c'est qu'on connaît les zones à risque. Typiquement, la faille est-anatolienne sur laquelle s'est produite ce séisme est connue, écartée.
on connaît les vitesses de déformation. On ne peut pas dire qu'on soit pris par surprise et qu'on ne s'attende pas à avoir des tremblements de terre dans cette zone-là, par exemple. Merci Yann Klinger. Merci. Et je rappelle que Monaco se mobilise pour venir en aide aux rescapés. La Croix-Rouge monégasque, Caritas et le Rotary Club de Monaco lancent des appels aux dons. Belle performance au championnat du monde de ski à Courchevel. Le monégasque Arnaud Alessandria termine 20e du combiné. Une épreuve remportée par le français Alexis Pinturault, qui était il y a 2 semaines encore en principauté pour la Sainte-Dévote. Les championnats du monde continuent avec le Super G homme demain et la descente dimanche. Vous vous apprêtez peut-être vous aussi à dévaler les pistes pendant les vacances scolaires. Alors comment choisir sa tenue et son équipement? Émilie Flamin et Lionel Bernardi se sont rendus dans un magasin spécialisé où l'activité bat son plein. Chaque hiver, les vacanciers se posent la même question avant leur séjour au ski. Que mettre dans sa valise pour skier chaudement et confortablement? Tenue de base, c'est un sous-vêtement thermique, une polaire, une doudoune. Là, vous avez le système des 3 couches, donc la respirabilité, la chaleur et la protection contre les intempéries et l'imperméabilité. Et à partir de là, sur le textile, vous êtes prêt. Il faut juste rajouter une paire de gants et 2 chaussettes pour les extrémités. Vous rajoutez un bonnet, un casque, idéalement, c'est quand même plus sécuritaire, et un masque de ski ou des lunettes de soleil. Une fois la tenue trouvée, place au choix des chaussures et surtout des skis. Il y a pas mal de critères à prendre en compte. Le premier, en effet, c'est le niveau. La taille, les spécificités aussi de la personne, si elle veut faire des grands virages, des petits virages, si elle veut avoir une marge de progression. C'est tous ces critères-là, on va les cumuler pour trouver le ski adapté au client. Cette année, la marque se lance dans les équipements plus écologiques avec le principe de la seconde main. Decathlon Monaco s'est lancé dans la reprise de ski d'occasion. C'était un vrai succès puisqu'on a vendu plus de 50 paires d'occasion à un prix moyen de 70 €. Donc on rend aussi accessible le ski. Puisque l'entrée de gamme, le prix moyen d'un ski neuf, ça sera aux alentours de 350 €. Chaussures, gants et casques, à vos skis. Et prudence, sur les pistes, on dénombre chaque année 140 000 accidents dans les stations de ski en France. Des accidents plus ou moins graves. On en parle avec Jean-Luc Royer. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cadre de santé dans le service de médecine physique et réadaptation au centre hospitalier Princesse Grasse. Les retours de vacances de Noël ou de février, c'est une période de forte activité pour vous? Effectivement, on a une période d'activité plus intense au retour des stations de ski, mais ce sont des activités. Enfin, nous, on récupère des patients en fait qui, en deuxième intention, puisqu'ils se sont blessés sur les pistes, ont été pris en charge directement dans les stations pour la plupart. Et puis, en deuxième intention, quand ils rentrent à domicile, nous, on les revoit dans le service de rééducation ou dans les services d'hospitalisation à l'hôpital pour faire la suite en fait du traitement. Quel type de blessures sont les plus fréquentes au ski ou en snowboard? La plus grosse en fait, blessure qu'on puisse avoir, c'est le traumatisme crânien. Ça représente à peu près 50% en fait, des blessés dans les stations de ski. Ce sont souvent en fait, des traumatismes liés à des collisions. Dans un second temps, on retrouve surtout les pathologies liées aux blessures du genou, comme les entorses. Mais dans 30% des cas, on retrouve aussi des blessures au niveau des ligaments croisés du genou. C'est quoi ces ruptures des ligaments? De quoi s'agit-il? Les ligaments croisés permettent de stabiliser le genou. Pour le faire assez rapidement, les ligaments croisés vont absorber une partie du choc lorsque vous faites un saut, lorsque vous tordez légèrement le genou. Mais si la torsion est trop importante, par exemple un ski qui ne déchausse pas, par exemple, ou une sortie de télésiège qui est approximative et sur lesquelles on va s'asseoir, où le skieur va s'asseoir sur ses skis, il va mettre en tension très fortement les ligaments qui va céder. Et du coup, c'est une douleur très très intense avec une impossibilité de poser le pied par terre et une instabilité très importante en fait, du genou. Alors, le problème, c'est que cette pathologie est très longue à traiter. Ce n'est pas forcément une opération en première intention. Mais sur des patients qui sont sportifs, l'opération sera envisagée dans les 3 mois après l'accident. Et la rééducation suivra. Et là, on part sur 6 à 8 mois de rééducation. Donc très très longue rééducation. Alors, au-delà des ligaments croisés, que proposez-vous comme type de soins au centre hospitalier Princesse Grasse?
Alors, nous, on prend en charge toutes les pathologies qui peuvent être liées aux accidents de ski, hein, mais pas que, puisqu'on soigne de la petite enfance jusqu'au grand âge. On soigne toutes les pathologies de traumatisme, que ce soit neurologique ou que ce soit orthopédique, avec une prise en charge à la fois kinésithérapique, une prise en charge aussi avec nos ergos, nos psychomotes, qui permettent en fait d'avoir une prise en charge globale en fait, du patient. Avant de chausser les skis ou dévaler les premières pistes, quelles sont les choses à faire ou ne surtout pas faire ? Souvent, on oublie que le ski, au-delà d'un plaisir, ça reste un sport. Donc, comme toute pratique de sport, il est important de s'échauffer. La toute première chose à faire, à mon humble avis, c'est de vérifier son matériel parce que beaucoup de blessures sont liées à du matériel défectueux. Donc, je conseillerais en fait aux gens qui arrivent en station de faire vérifier en fait leur matériel auprès de professionnels. Parce que, comme je disais tout à l'heure, un ski qui ne déchausse pas favorise en fait des pathologies, notamment au niveau du genou. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire. Voilà, l'échauffement, se préparer un peu physiquement. La plupart en fait, des accidents se produisent aussi sur les 2 premiers jours, parce que les gens sont pressés de faire de la glisse, de la descente. Et puis ne respectent pas toujours en fait, la réglementation mise en place dans les stations de ski. Il y a aussi des règles de priorité en station de ski qu'il faut respecter, des règles de contrôler sa vitesse, un peu comme quand on conduit une voiture. C'est un peu le même principe. Voilà, ce sont vraiment des règles très importantes à respecter. Réduire la vitesse et j'imagine porter un casque. Voilà. Exactement, c'est ce que j'allais rajouter, c'est très important. Alors le casque aujourd'hui n'est pas obligatoire, mais je le conseille vivement. Comme je disais tout à l'heure, en fait, la grosse majorité en fait, des accidents touchent en fait, la tête, hein, alors que ce soit des plaies ouvertes ou des traumatismes crâniens. Le casque permet de limiter fortement en fait, ce type de blessure. On va suivre vos conseils. Merci beaucoup, Jean-Luc Royer. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Après le ski, le foot, l'AS Monaco recevait hier et aujourd'hui les représentants des principaux clubs européens. Au programme des ateliers et des conférences sur la détection et le recrutement des jeunes, Fabien Bonilla et Sylvain Péroumal ont assisté aux échanges. L'AS Monaco a ouvert les portes du stade Louis II et de son centre de performance aux membres de l'association des clubs européens afin d'accueillir la 5e session du programme d'échange de connaissances de l'ECA sur le football junior. Environ 80 représentants de 47 clubs de football européens étaient réunis pendant 2 jours autour de la stratégie de recrutement des jeunes, un sujet clé au cœur des politiques de formation des grands clubs de football. On représente plus de 245 clubs en Europe et un peu plus de 160 clubs network. Et le but, c'est de permettre justement à tous ces clubs de pouvoir échanger entre eux, de pouvoir apprendre les uns des autres, de s'inspirer les uns des autres et de pouvoir finalement progresser tous ensemble. Durant ces 2 jours, les participants ont assisté à 7 présentations animées par des directeurs d'académie et des experts du football venant de Tottenham, du Dynamo de Zagreb, du Sporting Club du Portugal ou encore de l'ASM. L'AS Monaco, un club réputé pour être l'une des meilleures académies françaises. Pour moi, c'est vraiment le professionnalisme de beaucoup de gens qui sont très compétents. Et ça, c'est la base. Les gens qui savent vraiment reconnaître des jeunes talents à un âge de 11-12, c'est pas facile, c'est pas du tout facile, mais quand même avec leur expérience, on arrive à trouver des talents qui sont à la fin, qui sont performants. Donc, c'est quoi le secret? Je pense l'ensemble des petites choses, la culture, l'histoire de cette club, ça nous aide beaucoup. Parmi les différents thèmes abordés lors de ces 2 jours, comment identifier, recruter et intégrer les meilleurs talents, le dépistage et le développement des gardiens de but, ou encore le rôle d'un chasseur de tête pour trouver la perle rare. Il faut savoir que les clubs formateurs se tournent de plus en plus vers leur propre académie pour développer des talents qui alimenteront leur équipe première, pour des raisons en grande partie financières dues à l'inflation des salaires et des prix des transferts. Depuis 2014, des nurseries marines sont installées dans les 2 ports. Le dispositif s'élargit cette année à l'ensemble du port Hercule et offre un corridor écologique aux petits poissons. Vanessa Dessy nous en dit plus sur des images de Julien Logier.
Monaco faisait partie des premiers à adhérer au projet BioHut. Ce type de technique permet de créer des habitats artificiels pour jeunes poissons. La principauté commence par l'installation d'une quarantaine en 2014, puis 50 et aujourd'hui, le pays dénombre près de 70 nurseries réparties dans les 2 ports, une idée née de la direction des affaires maritimes. On a découvert ça au cours d'un salon en 2013 et on a entraîné tout de suite nos partenaires privilégiés, c'est-à-dire la direction de l'environnement et la société d'exploitation des ports, pour profiter des installations portuaires, faire du béton finalement, un retour à une protection naturelle et créer des nurseries à poissons. Après un an de fonctionnement, Monaco intègre un programme européen en ce sens. Dans ce projet scientifique et biologique, la sensibilisation du grand public est au cœur des préoccupations. Le Yacht Club de Monaco devient alors un partenaire de choix dans cette opération écologique. Ça va tout à fait dans la lignée, puisque nous, on espère et on est sur le chemin de faire quelque chose, en ce qui concerne le bâtiment et la marina, de plus éco-responsable possible. On aimerait bien faire une démonstration ici, pas que dans le domaine de la biodiversité. Sur le bâtiment et dans la marina, on souhaite être vraiment le moins pénalisant pour la nature. Précurseur en la matière, la société Écocéan participe au maintien de la biodiversité de l'environnement aquatique depuis 2003. Cette entreprise basée à Montpellier appuie son développement sur des projets toujours plus innovants et notamment sur la création d'habitats artificiels pour jeunes poissons. Cette semaine, on installe 80 biohuts dans le port de Monaco, dans les ports de Hercule, Fontvieille et cette fois-ci dans le Yacht Club aussi pour la première fois. Il y a plusieurs types de modules, il y en a qui sont installés sous les pontons, le long des quais, et c'est fabriqué localement à Montpellier. Les coquilles sont issues de réemploi et les cages en sont ensuite recyclées une fois leur fin de vie. Un suivi scientifique est réalisé plusieurs fois par an afin de s'assurer du maintien de la fonction de ces habitats. La prochaine étape consistera à sensibiliser les élèves de la principauté et donc faire adhérer au projet la direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Une info pratique à présent, la circulation sera modifiée pendant près de 2 semaines sur le boulevard du Jardin Exotique. Objectif, permettre aux équipes de la SMEC d'effectuer des travaux de raccordement dans le cadre de l'opération Palais Honoria. Les travaux se dérouleront pendant les vacances scolaires du lundi 13 février au vendredi 24 pour limiter les perturbations. Une idée pour les vacances, le musée d'anthropologie préhistorique propose à vos enfants des ateliers passionnants à partir de 5 ans pour jouer aux archéologues et aux anthropologues. C'est l'opération Archéo-Vacances, alors n'hésitez pas à les inscrire. On passe à la météo. Bonsoir Chrisinda, est-ce qu'il va continuer à faire beau et froid ? Bonsoir Sébastien, demain le temps sera encore plus frais que les jours précédents, il fera seulement 7 degrés au meilleur moment de la journée, les températures pourront descendre jusqu'à 1 degré. Pensez donc bien à vous couvrir. Du côté du ciel, le soleil sera au rendez-vous, au programme de belles éclaircies le matin et une légère brise l'après-midi qui chassera les nuages, laissant apparaître un beau ciel bleu. Le soleil, quant à lui, se lèvera à 7h36 et se couchera à 17h52. Demain, nous fêterons les Apollines. Merci Chrisinda, on se quitte avec les photos prises lors du concert jeune public à l'auditorium Régnier 3. L'orchestre Cherche et Trouve autour du monde sous la direction de Fiona Mombay et les illustrations de Chloé Perarnaud et la comédienne Margot Alexandre. Instant capté par Manuel Vitali, le reportage de José Sacré sera retrouvé demain dans votre JT. Excellente soirée à tous sur Monaco Info.